J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui comme sponsor du podcast la jolie marque savoyarde fondée par un naturopathe il y a 20 ans, le laboratoire Phytema, expert capillaire traitant, naturel et bio. Pour moi, le résultat est tout aussi important que la sensorialité et leurs soins sont un délice en plus d'être efficaces. Et saviez-vous que la beauté de nos cheveux dépend de la santé de notre cuir chevelu ? Cette peau fragile dont on sous-estime l'importance et qui réagit aux agressions, aux émotions et qui assimile mieux les actifs venus de la nature. Leur gamme est également naturelle et bio, vegan et cruelty-free et fabriquée au bord du lac du Bourget. Retrouvez les gammes laboratoire Phytema en pharmacie et sur leur site internet Phytema Cosmétiques. Alors Phytema, je vous l'épelle, P-H-Y-T-E-M-A et bénéficiez de 20% de réduction avec le code ANNE20. Merci à eux. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. On passe une grande partie de sa vie à le chercher. Quand on le trouve, il nous permet de soulever parfois des montagnes. Quand on le perd, il nous brise le cœur, il nous inspire, il nous aspire aussi. Il peut faire naître les plus belles histoires, comme il peut provoquer les pires douleurs. Comme le chantait Serge Gainsbourg dans La Javanaise, la vie ne vaut d'être vécue sans lui. Vous l'aurez compris, nous allons parler d'amour aujourd'hui avec mon invité qui nous parle de l'incroyable pouvoir de l'amour dans son nouveau livre. Mais surtout, elle nous parle de l'énergie de l'amour, de celui qui nous fait pousser des ailes. Et elle a décidé de tenter de percer tous les secrets de ce qui est sans doute une des plus grandes forces de la nature. Car pour mieux comprendre notre rapport à l'amour, il ne faut pas se limiter au psychisme et à l'émotionnel, il faut aussi plonger dans les sciences, la chimie et l'alchimie. Ici, au lieu de courir après lui, nous nous ouvrions tout simplement à l'amour, histoire de nous libérer de nos entraves. Bonjour Stéphanie Briand. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de vous accueillir dans Métamorphose pour parler de cet incroyable sujet quand même, on peut le dire. Oui, je suis ravie d'être là aussi et j'aime beaucoup votre introduction, ça m'a donné des frissons. Ah, cool. Ça fait plaisir. Alors Stéphanie, c'est quoi l'amour pour vous ? Est-ce que c'est une vertu, une énergie avant tout ? On est loin du sentiment peut-être pour vous, même si ça fait aussi partie de l'amour. Vous parlez au départ de votre livre aussi d'un livre qui vous a marqué, de Richard Gerber, je ne sais pas comment on dit. Oui. Alors pour moi, en fait, l'amour n'est pas donc un sentiment, mais une énergie. Et les sentiments nous informent que cette énergie nous traverse. Et quand les sentiments disparaissent, parfois on se coupe de l'amour, mais je crois que l'amour est toujours accessible. C'est pour ça que j'ai eu envie justement de prendre ce prisme-là, afin de ne plus être en quête d'amour et de se dire mais l'amour est là. Et on peut le catalyser, et on peut apprendre à le catalyser. Il y a un véritable art d'aimer, et souvent on ne sait pas aimer. Donc quand on apprend à aimer, quand on devient davantage conscient de ce que l'amour crée en nous, eh bien soudainement c'est tout un nouveau champ des possibles qui s'ouvre. Alors est-ce que l'amour est chimique ou alchimique et les deux à la fois ? Et les deux à la fois, les trois à la fois. Il crée des réactions chimiques, neurochimiques, physiologiques. Et c'est fascinant, justement, d'explorer ce qui peut se passer en nous, parce que ça nous permet de comprendre que l'amour a différents états, qu'il nous met dans tous nos états, mais que ça s'explique chimiquement si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui, et on y reviendra évidemment. Alors c'est vrai que vous démarrez dans votre livre par parler de l'amour quantique. Alors c'est vrai que ça fait un peu perché quand on dit ça comme ça, sans explication, mais vous l'expliquez vraiment très sérieusement et vous dites que cet amour-là, il ne s'arrête pas. Et moi j'aime beaucoup cette idée parce que parfois c'est vrai que quand on voit aussi même entre des personnes, il y a une rupture, etc., comme si l'amour pouvait s'arrêter. Or l'amour en fait, c'est pas quelque chose qui passe. Non, voilà, exactement. Quand je fais le parallèle avec le quantique, c'est-à-dire qu'en physique classique, on voit que si on veut faire passer une balle au-dessus d'une montagne, on va avoir besoin d'énergie. Donc de la force que ça passe au-dessus de la montagne. Et en quantique, eh bien la balle, elle traverse la montagne, elle est déjà de l'autre côté. On n'a pas besoin d'énergie. Quand on se dit que l'amour est ainsi, et qu'on comprend qu'en fait la balle, c'est la relation
Donc on va peut-être parfois mettre de l'énergie dans la relation. Et justement, quand on ne veut plus mettre d'énergie dans la relation, on n'a plus accès à l'amour. Mais si on est en quantique, il n'y a plus d'énergie à avoir. Il y a juste de l'ouverture et de la connaissance de savoir que cet amour est toujours présent. Donc je ne pense pas en effet que l'amour disparaisse. En revanche, les relations s'arrêtent, les liens se disloquent. Et c'est ça qui nous fait beaucoup souffrir. C'était quoi d'ailleurs l'élan de ce livre au départ, le désir justement de ce livre? Vous aviez précédemment écrit sur le souffle, les pouvoirs du souffle. Alors, c'est drôle parce que je sais très à l'avance quel est le livre que je vais écrire. Donc ce livre, je l'ai en gestation depuis plusieurs années. Et l'élan a été quand mon cœur s'est rappelé à moi. Un jour, j'ai vraiment vécu ce que j'appelle une épiphanie du cœur. Et j'ai senti dans ma poitrine que mon cœur soudainement occupait tout l'espace, qui me réveillait à la vie. Et j'étais dans une espèce de joie immense, même si les circonstances de ma vie n'étaient pas nécessairement aisées. Donc j'avais aussi beaucoup de tristesse par ailleurs. Mais j'étais rappelée à l'ordre, rappelée à la vie, rappelée à faire circuler cette énergie en moi. Et là, j'ai compris et j'ai perçu le monde complètement différemment, que l'amour était un sujet qu'il allait falloir que je suive, que je tire, que comme je fais les choses beaucoup dans l'investigation, je me mets à enquêter, à chercher, à collecter des données. Donc je passe ma vie à ça pendant de longs mois, voire de longues années. Et puis quand c'est prêt, voilà, enfin je mets tout ensemble. Cette épiphanie, en fait, il y avait un contexte particulier pour qu'elle surgisse. Vous étiez quand même sur un chemin personnel, de travail peut-être intérieur, entre guillemets. Enfin, j'aime pas trop le mot travail, mais de cheminement plutôt. Oui, j'ai toujours été intéressée de toute façon par ces sujets, de compréhension de l'être humain depuis que je suis enfant. Quand j'avais 12 ans, je lisais des livres que je ne comprenais pas. Ouais. Et j'étais quand même passionnée. Mais au moment de ma vie où c'est arrivé, j'avais pas de quête particulière. Ça m'a vraiment cueillie. Donc c'est un grand sentiment d'amour qui m'a envahi, la rencontre d'une personne. Mais la personne, vous savez, il y a souvent le message et le messager. C'était un messager. Et voilà, il m'apportait quelque chose. Il avait ce message-là pour moi. Mais je n'étais pas en recherche particulièrement de ça, mais j'en avais besoin. Et pour moi, c'était comme si soudainement on m'ouvrait un petit peu la clé de ma prison dorée, de ma vie bien organisée, où je commençais à me flétrir quelque part. Impressionnant. Alors vous parlez des 4 états de l'amour, le gazeux, le solide, le plasma et le liquide. C'est vrai que dit comme ça fait pas forcément très, très glamour parce qu'on arrive à des choses un peu chimiques, mais je trouve ça vraiment intéressant. Comment savoir, vous pouvez nous les décrire, et puis comment savoir un peu comme si on est plutôt dans l'un ou dans l'autre. Alors le gazeux, vous dites, c'est le mental et la passion, par exemple? Oui, le gazeux, c'est vraiment, quand on voit les atomes dans le gaz, eh bien, ils sont dissociés, ils sont un peu partout. C'est quand on est évanescent, dans l'effervescence, dans l'excitation, on est en dehors de soi, on a envie de tout et on a une force assez incroyable. Et quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau, justement, la neurochimie, eh bien, c'est de la création de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est lié à l'excitation, au désir et à la potentialité. Et quand on est dans cet état gazeux, c'est quand on est fou amoureux. Donc, on va avoir besoin de peu de sommeil, on va être très agité, on va avoir une concentration maximale sur l'être aimé, mais ignorer tout le reste. Notre fonctionnement change complètement. C'est aussi quand on accueille un bébé, que c'est notre premier enfant, qu'on est fou d'amour, ou qu'on s'éprend d'un leader politique, ou que, par exemple, on monte une entreprise et que soudainement, il n'y a plus que ça qui compte. L'énergie est décuplée, on est à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, voilà, c'est très volatile, ça va très vite, et ça nous fait vivre dans le futur. Oui. Le solide, alors évidemment, on peut imaginer que c'est le corps, l'incarnation. Exactement, le solide, on est plus là dans l'ancrage dans la matière. Donc quand l'amour est solide, l'amour est là, l'amour est très présent, le lien s'est créé, c'est-à-dire qu'on est dans une sécurité du lien, on connaît l'autre très bien dans la relation, mais à la fois dans le solide, les atomes ne bougent plus non plus d'espace. Et souvent, justement, les relations solides, eh bien, on vit dans le passé. Et parfois, ça crée du ressentiment. Chacun a sa place aussi dans la relation, c'est-à-dire qu'on projette quelque chose sur l'autre. On n'a plus de grande liberté de devenir quelqu'un de nouveau, on ne s'étonne plus. Le solide, c'est aussi l'ocytocine, la création d'ocytocine. L'ocytocine, c'est le lien d'attachement. Donc, ça nous sécurise, on en a besoin, ça nous fait faire partie de la tribu. Mais en même temps, ça nous fait aussi exclure un peu le reste du monde. Donc, on s'enferme un petit peu. Ce serait un peu, si on fait des parallèles avec les états amoureux définis par les Grecs, ce serait plus l'état philae, finalement, l'état amoureux philae.
On pourrait dire ça comme ça. J'essaye de pas les définir de la façon grecque, justement, parce que pour moi, ils sont très catégorisés avec aussi des notions de morale. Et je trouve que on peut pas catégoriser les différentes expériences de vie de cette façon-là. Donc voilà, j'essaye de vraiment rester dans cette notion de matière, parce qu'aussi dans la projection, je trouve qu'on voit assez bien ce que c'est quand c'est solide, assez bien ce que c'est quand c'est gazeux. Ça permet d'avoir une projection aisée et de se dire où est-ce que je suis, où est mon curseur. D'ailleurs, d'où ça vient, ces états gazeux? Par qui ça a été défini? Eh bien, par moi. C'est ça. Je me disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a inventé ça? Je trouvais ça génial. Et ben c'est vous. Et ben voilà. C'est vous la personne géniale. Alors on continue, le plasma, vous définissez le plasma? Oui, alors le plasma, on sait qu'il arrive à de très très hautes températures. Et donc le plasma, c'est cette espèce d'aspect spirituel où on est dans un amour plus grand que l'humain. On peut être connecté à la nature, à des êtres qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de notion de lien, justement. Et en physique, on voit que dans l'état plasma, il n'y a pas de lien entre les atomes. Et le plasma, c'est aussi cette notion d'universalité et d'inconditionnalité. Donc l'amour est inconditionnel. Et c'est indispensable qu'il soit inconditionnel pour justement toujours être absolument accessible. Et le plasma est éternel aussi, en termes de temporalité. Et le dernier, évidemment, l'état liquide. L'état liquide. Alors, l'état liquide, c'est l'état souhaitable. Et en effet, c'est un mélange de l'état gazeux, de l'état solide et de l'état plasma. Donc, on a de l'excitation, on a l'amour inconditionnel, et puis on a la sécurité du lien. L'état liquide, ça se vit véritablement au présent. Dans l'état liquide, eh bien, les atomes, ils sont liés entre eux, mais ils ont de l'espace pour agir. Ouais. Et dans l'état liquide, on voit que l'amour coule. Il n'y a aucun problème. On est encore dans la potentialité de tout ce qui peut se passer, mais à la fois, on est bien, on est sécurisé parce qu'on sait que tout est là, tout est en place. Et puis, on est porté aussi à tout moment par ce cœur dans cet amour très inconditionnel. Sachant qu'on oscille souvent entre ces différents états, évidemment. Absolument. Et c'est pour ça que je trouve que de se les représenter ainsi, on se dit où est-ce que je suis trop? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Quand on part trop dans le plasma, quand on est trop dans l'inconditionnel, mais que finalement on n'est pas très engagé dans l'amour, on n'est pas à avoir des actes posés et vraiment être là pour les autres. Et on se dit, il va falloir que je ramène un petit peu de solide. Ouais. Si on s'aperçoit qu'on est trop dans le solide et que justement, c'est plan-plan, on va mettre un petit peu de gazeux et on va créer cette neurochimie justement qui va être à nouveau excitante. Donc, quand on voit l'amour comme ça, on se dit plus, c'est le problème du sentiment. On se dit, c'est un problème de dosage et on peut jouer nos petits alchimistes. C'est ça, exactement. Alors, le cœur, c'est aussi évidemment l'organe. Il y a le cœur métaphorique, mais aussi l'organe. Il est le siège de beaucoup de choses, de la conscience pour vous. Les Égyptiens aussi en parlaient de cette manière-là. C'est aussi un médium, vous dites. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un petit tour de tout ce qu'il est finalement ? Alors c'est le neuroscientifique Damasio qui m'a éclairé beaucoup sur ce sujet du cœur qui justement est une forme de conscience. Donc en fait la conscience viendrait frapper à notre porte par le biais de notre cœur, par les sentiments. Sachant que la conscience, on a du mal à la définir. Alors pour moi il y a deux types de confiance justement. De conscience ? C'est drôle que j'ai dit confiance. Il y a la confiance et la conscience. Il y a deux types de conscience. Il y a la conscience du cœur et la conscience du cerveau. Nous, on a un seul mot, mais les anglo-saxons ont deux mots. Il y a le mot awareness, donc c'est d'être conscient de ce qui se passe autour de nous, de pouvoir voir les choses, percevoir, et consciousness, qui est quelque chose de plus profond. Pour moi, la conscience du cerveau, ça nous permet de voir, parfois de prendre de la distance, mais c'est pas une conscience qui est infusée par notre âme. En revanche, la conscience du cœur, oui, c'est vraiment l'information de l'âme. Mais la plupart du temps, on n'y est pas ouvert. Pourquoi ? Parce que justement, le cerveau va faire écran. La conscience de notre cerveau va faire blocage, parce qu'on veut rester dans ce programme mental qui nous rassure, notre cerveau, son bien-être, c'est le confort. La nouveauté, ce qui change, l'ouverture, il n'en veut absolument pas. Donc, quand le cœur vient nous informer et qu'on arrive à se relier davantage à son cœur, on peut faire taire son mental. Oui. Et sur cette notion de sentiment, donc qui viennent informer notre cœur, c'est vrai que quand on se met à sentir, on arrive à avoir des informations qui sont de l'ordre du subtil. Et le cœur a son propre petit cerveau. Il a un système nerveux autonome. Et informationnel, donc forcément. Absolument. Donc, il vient informer le cerveau aussi. Souvent, le cœur, c'est avant
la tête. On s'aperçoit de ça justement quand on observe les choses de façon scientifique. Donc l'information lui vient directement et puis il a plusieurs aussi façons de communiquer avec autrui. Le champ magnétique du cœur, c'est notre champ magnétique le plus puissant de notre corps, 5000 fois plus puissant que notre cerveau. Donc même si on a moins de neurones, donc entre guillemets qu'il est moins intelligent, il a une puissance d'émission qui est beaucoup plus grande. Donc c'est vraiment cette connexion et il capte énormément de choses. On sait que le cœur a une mémoire. Alors est-ce que c'est une mémoire qui est inhérente à l'organe, c'est-à-dire qui est engrammée dans l'organe, ou est-ce que c'est une mémoire parce qu'il arrive à capter ? Il y a des phénomènes absolument incroyables dans les cas de transplantation du cœur, où les personnes transplantées ont une espèce de mise à jour, justement, de la conscience. Oui, on pense au témoignage de Charlotte Valandré, par exemple. Absolument. Qui témoignait vous voulez raconter, peut-être ? J'en parlais. Oui, j'en parle dans le livre, qu'elle a donc reçu le cœur d'une femme, et que l'homme qui était amoureux de cette femme, et qui avait perdu sa femme, donc, a vécu une histoire d'amour avec Charlotte Valandré. Il a suivi le cœur de l'être aimé. Et Charlotte Valandré, en recevant ce cœur, a changé beaucoup de perceptions et de choses dans sa vie. Elle a eu des goûts qui n'étaient pas ses goûts habituellement, des rêves qui étaient totalement nouveaux. Et c'est pour ça que, en changeant de cœur, elle est devenue aussi une autre personne, et ses goûts et ses rêves étaient liés à l'ancienne propriétaire du cœur. Et comme elle avait un témoin, justement, de la vie précédente, elle a pu savoir qu'en effet, c'était exact. Ça me fait frissonner. Hein. C'est quand même très, très impressionnant. J'avais déjà entendu effectivement ce témoignage et puis d'autres. Mais c'est toujours vraiment spectaculaire, en fait. Ou pas ? Oui, c'est spectaculaire et je pense qu'on a besoin que ce soit spectaculaire pour justement marquer les esprits. Oui. Il y a cette histoire justement aux États-Unis de cette petite fille, et c'est l'histoire vraisemblablement la plus connue des États-Unis sur la mémoire du cœur. Une fillette qui a reçu le cœur d'une petite fille qui avait été malheureusement assassinée. Et grâce à elle, c'était terrible pour elle parce qu'elle a fait beaucoup de cauchemars, donc sa maman l'a emmenée voir les enquêteurs. Et les cauchemars elle revivait le crime. Et elle a permis aux enquêteurs d'arrêter l'assassin. Parce qu'elle a eu une description très claire de tout. Donc oui, ça fait froid dans le dos dans ce cas-là. Oui, ça nous cueille véritablement comme ça, mais je pense que c'est pour nous faire dire, il n'y a pas à douter. D'ailleurs, quand on bavardait hors antenne ce matin, quand vous êtes arrivé, vous disiez que vous-même, maintenant que vous avez vécu cette épiphanie dont vous avez parlé tout à l'heure, et puis enquêté sur le cœur, et puis vraiment conscientisé à un point certainement paroxystique, peut-être dans votre cas, cette énergie du cœur, que en fait, il vous rappelait à l'ordre régulièrement dès que vous n'étiez pas dans une forme de justesse intérieure. En permanence. Moi, je me fais vraiment talonner par mon cœur, donc il ne me laisse aucun espace de liberté pour ne pas être bien en place. Et à la fois, c'est aussi beaucoup de pression, parce que vous avez comme une espèce de directeur qui est là pour vous taper sur les doigts avec sa réglette. Ça peut être inconfortable quand même aussi. C'est très inconfortable. Et dès que quelque chose, vous avez raison, n'est pas juste, que je ne suis pas alignée pleinement, je le ressens très très fort dans mon cœur, à tel point que parfois j'ai vraiment l'impression que c'est une oppression telle que ma vie est en péril. Donc ça m'appelle en permanence à revenir, reconnecter à la vie, à laisser la vie circuler en moi. Et je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont ce ressenti. On voit qu'il y a des maux du cœur qui n'existaient pas autrefois. Par exemple ? Il y a de plus en plus de pathologies du cœur. Il y a de plus en plus de femmes, d'ailleurs, qui ont des pathologies cardiaques qui n'existaient pas autrefois. Et la notion de stress, elle est à prendre en considération. Parce que je pense que notre premier ennemi du cœur, c'est le stress. On vit beaucoup trop de stress. On se met dans beaucoup trop de stress. Et ça vient nous enserrer le cœur. C'est le péricarde qui vient nous dire « Stop, je fais frontière, je fais barrage », mais en même temps, il vient serrer ce cœur qui ne peut plus vivre pleinement sa vie. Alors, on va parler du péricarde parce que c'est vraiment intéressant et puis comme ça, vous allez définir un peu quelle est son action. Mais avant d'en arriver là, pour terminer un peu de quoi est-il le siège, vous parlez aussi d'un vortex à propos du cœur. À mon sens, c'est un vortex, en effet, qu'on a à ouvrir. Alors, un vortex, peut-être pour les gens qui ne s'imaginent pas vraiment ce que c'est qu'un vortex, quand on... C'est une espèce de tourbillon d'énergie. Donc, comme je pense que l'amour se catalyse,
pour qu'on puisse le catalyser, il faut ouvrir ce vortex du cœur. Et quand on arrive à l'ouvrir, l'amour, justement, il y a ces notions en yoga, vous savez, de Kundalini, quand on a cette espèce d'énergie qui monte, qui nous parcourt. Et bien, quand on catalyse l'amour, c'est pareil. On sent l'énergie de l'amour qui nous traverse, qui tourbillonne à l'intérieur de nous et puis qui émane de nous ensuite. Quand on fait de la méditation, quand on fait des exercices de respiration, on peut aussi arriver à se mettre dans ces conditions-là. Et pour ouvrir le vortex du cœur, je crois qu'il faut s'aligner sur 3 plans. On a un alignement à avoir sur le plan vertical, entre l'âme, le corps et le mental. Parfois, c'est dissocié. Parfois, notre mental dit oui, mais notre corps n'est pas du tout d'accord. Et notre âme, encore moins. Et parfois, on arrive à avoir le corps et le mental qui sont complètement dissociés de l'âme. C'est-à-dire que, d'un point de vue spirituel, on a compris, on est déjà là. Sauf que notre mental et notre corps, ils sont pas prêts. Donc on leur fait vivre des choses... Oui, et puis ça ne précède pas forcément d'une volonté en plus. Même si on voudrait, on a des empêchements qui font que... Exactement. Souvent, on a la compréhension aussi. Mais c'est pas encore là, c'est pas encore en place. On s'aperçoit d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conscience et que les personnes essayent de faire au mieux, d'être des personnes justes, fiables, donc parfois ont une communication très saine, très pure, sauf que c'est pas du tout aligné avec ce qu'ils ressentent à l'intérieur et ça fait de la casse. Donc cet alignement âme, corps et mental, il est notre axe vertical. Ensuite, on a un axe horizontal, qui est cette notion d'équilibre entre le narcissisme et l'altruisme. Souvent, on plébiscite l'altruisme beaucoup. Sauf que l'altruisme, c'est avoir le cœur ouvert à l'autre, mais pas le cœur ouvert à soi. Et il y a beaucoup de gens qui s'épuisent, qui se grillent parce qu'ils sont trop dans l'altruisme. Quand on est trop dans le narcissisme, au contraire, le cœur est fermé aux autres. Et évidemment, on est coupé des autres, donc on n'est pas bien non plus. Et le juste point d'équilibre, si on doit le voir comme une balance, il est au centre des deux. Et il rejoint notre point d'équilibre horizontal. On se demande d'ailleurs si c'est pas la face d'une même pièce. Hein. Oui. Qui est exprimée en contre. Exactement. Dans sa forme. Exactement. Et puis enfin, on a un axe qui est l'axe transversal, qui est donc plus sur une ligne de temps, qui doit relier le passé au futur. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous compléter. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas complet, on a des béances et qui vont justement laisser échapper l'amour. On a besoin de créer cette alliance. Et cette alliance, elle doit se faire entre le passé et le futur. Si on est toujours en train de réparer ces blessures du passé, il y a des trous. On est des êtres à trous. Si on fait sens des blessures du passé, qu'on les ancre dans le présent, mais qu'elles ne déterminent plus notre futur, et bien là, on se remplit. Ça ne veut pas dire d'être guéri. Oui, ou d'être complet, d'arriver à une perfection de complétude qui pourrait être culpabilisante, puisqu'on sait qu'on est des êtres en chemin. Ça veut dire d'être en chemin et d'accepter que notre passé ne nous détermine pas. Nos traumas sont là, et inutile de les nier. En revanche, c'est quand même pas eux qui vont déterminer la vie qu'on va vivre. C'est reprendre un petit peu plus de libre arbitre, et puis aussi de pouvoir dérouler le meilleur de nos futurs. Donc vraiment travailler dans cette notion de présent, de dire le passé est existant, je n'en fais pas fi. Je travaille dessus, mais il va certainement pas déterminer complètement mon futur. Le petit bémol à ça, c'est vrai qu'on voit quand même en psychiatrie, en psychanalyse, etc., que y a des personnes, on en a parlé dans certains podcasts récemment, il y a des personnes qui ont quand même des empêchements liés à des traumas qui sont extrêmement forts et qui voudraient effectivement accéder à ce présent, et pour des raisons qui échappent aussi à une forme de mystère, ne peuvent pas, disent « je n'y arrive pas, j'aimerais mais je n'y arrive pas ». Dans le traumatisme, on voit que très souvent le souvenir ne s'est pas engrammé de la bonne façon. C'est-à-dire que l'hippocampe, qui fait le travail justement de la mémorisation, n'a pas fait son travail. Donc le souvenir est encore dans le présent. Donc le traumatisme, on est toujours rattaché à son traumatisme puisqu'il est toujours là avec nous dans le présent. Je ne dis pas qu'on doit se séparer de ça et avoir l'illusion que l'on va en guérir. En revanche, il y a une espèce d'acceptation. C'est comme les addictions. Quand vous êtes dans l'acceptation, vous savez que ça fait partie de vous, que c'est là. Et que, évidemment, on peut espérer petit à petit pouvoir se départir de ça, parce qu'il y a des méthodologies, je ne sais pas si on en parlera, mais qui permettent aujourd'hui de vraiment travailler sur le trauma pour enlever cette trace chimique qu'on a et qui nous colle au basket pour la vie si on n'arrive pas à le faire passer. Et je ne sais plus ce que je disais. Donc, peut-être vous pouvez parler des traumas quand même, justement. Quels sont ce type de méthodes ? Alors, il y a des méthodes aujourd'hui sur lesquelles on travaille justement pour réencoder et faire le travail de consolidation qui s'est mal fait en cas de traumatisme. La première chose à rappeler sur le traumatisme, je pense, c'est que ce n'est pas l'événement
qu'il faut considérer, c'est la réaction du système nerveux à un événement. Donc l'événement, il peut être de diverses natures. On peut avoir aussi bien été traumatisé par un déménagement que être survivant d'un attentat. Et il ne faut pas minimiser certains traumatismes qui paraissent plus ou moins graves. Il n'y a pas de notion de gravité dans le traumatisme. Il y a juste cette mémoire-là qui s'est faite et qui nous angoisse et qui est absolument terrible à vivre au quotidien. Intérieur. Voilà. Donc, il y a des méthodes aujourd'hui, et notamment, j'avais pu expérimenter cela aussi par le biais de la respiration, où j'avais assisté à une scène complètement folle d'une jeune femme qui était dans l'armée. Et comme exercice, on l'avait jetée au milieu de l'océan Atlantique. Le bateau était parti, il l'avait laissée à l'abandon. Elle est restée 2 heures dans l'eau glacée en pensant qu'elle allait mourir. Évidemment, en sortant de cet exercice, elle était traumatisée. Cette jeune femme avait 25 ans. Quand je l'ai rencontrée, ça fait 2 ans qu'elle n'avait pas pris de douche. L'eau était une telle hantise qu'elle ne pouvait plus se baigner. Sympa l'exercice à faire. On a travaillé avec Stig Severinsen, qui était champion d'apnée, qui a tenu 22 minutes sous l'eau sans respirer, avec une aide en oxygène au départ. Et lui a mis en place justement des protocoles respiratoires pour traiter les traumatismes, parce qu'il s'est très vite rendu compte que le stress post-traumatique, il fallait parler au corps plutôt qu'à l'esprit. Souvent, on fait des thérapies très longues, mais on n'y arrive pas. Parce que ce qui s'est passé, c'est une réaction physique. Il y a toute une chimie que vous recréez quand le traumatisme vous heurte à nouveau. Et donc, il lui a fait faire des exercices respiratoires, et en 2 jours, cette jeune fille qui ne pouvait pas prendre de douche faisait de l'apnée dans un bassin pendant 3 minutes. Et je crois qu'il faut aussi donner de l'espoir à justement tous ces traumatisés. Je crois qu'on est tous traumatisés au fond, et que tous les traumatismes sont en train de se réveiller aujourd'hui et on les accepte. Mais encore une fois, c'est là et c'est arrivé pour une raison. Et quand on accepte la raison, je crois qu'ils ne vont plus déterminer le futur. C'est pour ça que je disais, c'est pas nécessaire d'être guéri. C'est simplement nécessaire de l'accepter dans notre peau et de ne pas se dire que c'est ça qui va nous diriger. Voilà. Merci. Alors, on avait dit qu'on reviendrait effectivement sur le péricarde. Vous en parlez beaucoup aussi de cette poche péricardite qui contiendrait des aspects spirituels du cœur. Alors déjà, peut-être pour redéfinir, qu'est-ce que le péricarde ? Parce que tout le monde ne sait pas forcément. Alors, le péricarde, c'est une enveloppe des fascias et qui enveloppe notre cœur. Alors les fascias, ça ressemble un petit peu, c'est une enveloppe un peu blanche qui est vraiment cette enveloppe de tous les muscles et qui tient en fait quelque part le système. Oui, exactement. Parce que c'est encore assez méconnu les fascias. Oui, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de travail sur les fascias justement avec des thérapeutes ou même dans le sport, on peut faire des massages un peu pour... On pense à Danny Bois quand on pense aux fascias par exemple. Et donc cette enveloppe, c'est le garde du corps de notre cœur, mais aussi un peu le ministre du cœur. C'est-à-dire qu'à la fois, il le protège, et puis il informe aussi des intentions du cœur. Donc la circulation se fait dans 2 sens. Et ce péricarde, on s'aperçoit que quand justement on connaît du stress, il va... se rétracter, voilà, et peser un peu aussi sur les organes, moins faire son travail de soutien, et puis protéger le cœur peut-être trop, donc ne plus le laisser vivre. Et on pense jamais à cette notion de péricarde. Moi, je l'ai senti une fois où justement j'avais vécu un coup pour le cœur assez violent, mais j'étais dans l'acceptation. Pourtant, je sentais bien que quelque chose n'allait pas, et mon corps, il n'était pas dans l'acceptation. Donc je me suis dit, bon, ok, très bien, que dois-je faire ? Et j'avais fait une visualisation en interrogeant mon cœur, en disant, qu'est-ce que tu attends de moi ? Et je le voyais voler en liberté. Et en somme, il me disait, j'ai besoin d'aller prendre l'air, là, parce que je suis enserrée. Et c'est là que j'ai découvert le péricarde. Donc j'ai étudié comment ça fonctionnait, et je me suis donc aperçue que, en effet, parfois, il nous empêche, parce que il est tellement en fermeture, tellement en mode protection. C'est comme un bouclier de défense, quoi, c'est ça. Exactement. Que non seulement il enserre le cœur, et en plus il n'écoute plus le cœur. Donc il ne transmet plus les messages du cœur. Donc le cœur, il devient coupé. C'est comme une citadelle imprenable, et en état de siège. Et le problème, c'est que le pauvre cœur là-bas, isolé, il n'est plus dans la vie du tout. Et c'est pour ça qu'on sent que la vie ne circule plus en nous. Donc de penser à cette libération du péricarde, aussi ça nous permet de réharmoniser notre corps. Il y a diverses techniques d'ostéopathie qui permettent cela. Et c'est vrai que quand votre péricarde fonctionne pas bien, vous vous apercevez que votre diaphragme va pas bien fonctionner non plus, parce qu'il est connecté directement. Le diaphragme, c'est le principal muscle inspiratoire. Et puis aussi que vos mouvements
votre corps, en fait, il est comme beaucoup plus en tension. Vous avez une amplitude de mouvement réduite. Et ça fait vraiment sens, hein, quand le cœur peut pas fonctionner correctement, l'amplitude de vie est réduite. Oui. Et parfois, de se dire « Ah, mais tiens, je bouge pas bien mes bras ou mes jambes ou mes hanches », eh bien, dites-vous que peut-être c'est connecté justement à ce péricarde. Et comment justement, avec des techniques énergétiques, vous pouvez peut-être nous en expliquer une pour que ce soit plus concret, vient justement sur le soma, donc sur le corps, mais en même temps, peut-être que l'émotion est toujours enquistée. Hein, donc c'est vraiment ce double mouvement entre les deux. Et donc au niveau énergétique, ça va venir travailler sur ces deux aspects. Déjà, d'interroger ses organes, c'est toujours intéressant. Après, c'est bien de... Oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément ce réflexe de discuter avec son péricarde. Stéphanie. Et dire, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ? Et aussi de regarder des livres ou sur Internet des croquis d'anatomie. C'est important de savoir comment on est constitué de l'intérieur. Parce que quand vous parlez à quelqu'un, c'est mieux d'avoir vu son visage. En anatomie, on voit bien les fascias ou pas toujours ? Parce que je sais qu'en médecine, ça a été quand même longtemps ignoré. Hein. Oui. Non, pas toujours bien, mais en tout cas, de voir comment est constitué le cœur, de voir ce péricarde, de voir comment il est connecté au diaphragme, de comprendre aussi que le cœur fait des mouvements pendant la respiration, que le diaphragme vient masser le cœur. Enfin, juste de savoir comment un peu vous êtes fait de l'intérieur, de faire connaissance avec vous-même, ça permet ensuite de peut-être se dire « Ah bah tiens, il y a des liens entre les choses ». Et de pouvoir entretenir justement ces conversations. Donc, on le mettra sur Instagram au moment où on publiera cette interview. Comme ça, on pourra visualiser en même temps que vous le dites. Ouais. D'accord, très bonne idée. Et donc, c'est une des premières choses à faire, je pense. Et puis ensuite, moi, je travaille beaucoup avec la respiration, évidemment. Et je crois qu'on arrive à ouvrir énormément de choses avec la respiration. Il y a différents types de respiration, il y a un peu des respirations pour tout. Alors quand il s'agit du cœur, évidemment, la respiration de cohérence cardiaque est très efficace. Et j'ai appris, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait plusieurs rythmes de cohérence cardiaque. Parce que vous savez, vous avez des respirations qui vous réussissent selon justement votre système nerveux, si vous êtes plutôt en survie ou en sous-vie, en apnée ou à bout de souffle. Oui, puis par exemple, en cohérence cardiaque, on sait que la respiration du soir, elle ne doit pas être l'exercice sur 5-5, mais plutôt de rallonger, je crois, sur le 6, par exemple. Alors là, moi, celle dont je veux parler à cet instant, c'est vraiment celle qui nous permet de créer le plus grand équilibre dans notre corps, d'avoir le niveau qui permet l'homéostasie la meilleure. Et donc, si on ne fait pas 5-5, donc 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration, on peut faire un rythme en 4-6, donc inspiration en 4 et expiration en 6. Moi, personnellement, c'est un rythme qui m'est plus favorable, où je me sens mieux. Et donc, de simplement faire ça, mais moi, je le fais beaucoup avec les mains sur le cœur. Et d'aller vraiment ressentir les pulsations de mon cœur et de m'y connecter, déjà, ça me fait le plus grand bien. Parce que vous refaites un lien, vous recréez un lien, et aussi, vous pouvez vous mettre le dos au mur. Parce que sachez que quand le dos est en contact, en fait, avec une surface, on a besoin de se rassurer. On ne peut pas être attaqué. On sent que derrière nous, il y a une espèce de protection. Ou au lit. Ou au lit, oui, bien sûr. Mais on n'est pas toujours au lit. Non, on peut le faire le soir avant de se coucher. Oui, mais parfois on a besoin de se reconnecter à son cœur pendant la journée, quand justement on peut vivre des moments de stress, d'angoisse, de panique. Oui, bien sûr. Et donc ça, par rapport aux techniques énergétiques, il y a des gens qui sont spécialisés sur ces sujets-là, des énergéticiens, des ostéopathes. Vous disiez de quelle manière ils travaillent ? Alors ils travaillent justement, alors moi je ne suis pas ostéopathe, mais ils travaillent avec cet attrait pour le péricarde. Donc l'objet du soin est quand même très très lié à la libération du péricarde. Il y a la méthode Montserrat-Gascon, et puis il y a aussi Jean-Pierre Chamodeau qui fait de la libération du péricarde. Alors, vous insistez aussi sur le rôle central du nerf vague. On n'a pas encore parlé de lui, parce que c'est vrai qu'il a un lien évidemment avec le cœur. D'ailleurs, le nerf vague a un lien avec beaucoup de nos organes, puisqu'il va du haut vers le bas. Je crois qu'il passe derrière la nuque et puis il va s'attacher au cerveau en partant de la sphère du ventre. Alors là, quels sont ces liens avec le nerf vague et le cœur ? Alors, évidemment, le nerf vague, c'est celui qui innerve notre cœur aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'université de Stanford, ils ont mené des études et ils sont amenés à dire que le nerf vague est le nerf de l'amour. Parce qu'ils se sont aperçus que quand on sollicitait le nerf vague, quand on l'activait, eh bien, humainement,
ont changé notre perception des autres. On se sentait moins séparés des autres. Ce sont des découvertes récentes, ça d'ailleurs ? Oui, ce sont des découvertes assez récentes. Ils ont travaillé beaucoup sur les notions de compassion. Donc, ce qui veut dire que quand le nerf vague fonctionne bien, eh bien, on est davantage capable de connecter. Et ils ont fait des études en montrant justement des images pour mettre dans des conditions d'activation du nerf vague les sujets. Et après, ils les ont mis en connexion avec des personnalités totalement aux antipodes de leurs pensées, que ce soit politiques ou même des terroristes. Et ils arrivaient davantage à être en empathie, pas en empathie, à ressentir de la compassion pour ces êtres, à se sentir proches d'eux. Et puis, le nerf vague aussi, Stephen Porges, qui est un psychiatre américain qui a découvert la théorie polyvagale, on s'aperçoit qu'il est directement connecté à notre capacité à entrer en lien avec autrui. Donc Porges montre que le nerf vague a 2 branches. Le nerf vague, il est relié à notre système parasympathique, donc notre système de décontraction. Mais la décontraction, elle ne se joue pas au même niveau tout le temps. On a une décontraction d'immobilisation. C'est la décontraction, par exemple, pendant qu'on dort. C'est la décontraction aussi qu'on a pendant l'orgasme, on est immobilisé, ou quand on allaite un bébé. C'est l'immobilisation. Et de l'autre côté, il y a une décontraction qui est dans le mouvement. Quand on est joyeux, quand on s'engage avec les gens, qu'on discute, qu'on peut jouer, on est dans un état de bien-être, mais on est en mouvement. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec toute l'anxiété qui nous ronge, les épidémies de burn-out, on s'aperçoit qu'on est dans le mode dorsal, donc d'immobilisation du nerf vague souvent, ce qui veut dire que quand on est là, on est incapable de connecter avec les autres. On est là physiquement dans la pièce, mais la véritable interaction, la réception de l'autre... On n'est pas en lien intime et profond. On ne peut pas. On ne peut pas d'un point de vue physiologique. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'on ne veut pas. On n'est pas capable de le faire. Donc, quand on travaille sur le nerf vague et qu'on réenclenche le système correctement, évidemment, on va pouvoir recevoir mieux l'amour. Donc, il y a des méthodes qui permettent, moi j'en enseigne beaucoup justement, d'activer ce nerf vague, de sortir de cet état dorsal. Vous en enseignez vous-même, vous dites ? Oui, j'en transmets dans les workshops que je peux faire, parce qu'on peut vraiment travailler sur soi, c'est-à-dire que quand on comprend son corps et son système nerveux et qu'on a des outils pour le mettre dans les bonnes circonstances, c'est comme de la mécanique. Donc, avoir des éléments qui nous permettent de faire que la mécanique roule au mieux, et bien après, évidemment, on peut fonctionner avec davantage d'aise. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est très, très à prendre en considération. Et sachez aussi que le nerf vague, on l'active beaucoup par la respiration, parce que du tonus du diaphragme notamment dépend le tonus du nerf vague. Tous les diaphragmes fatigués qui sont pas bien activés, eh bien font que les nerfs vagues le sont également. Donc on peut juste faire des exercices de respiration, notamment allongé sur le dos, les jambes repliées, avec une brique de lait ou un livre sur l'abdomen, pour éviter qu'on puisse justement forcer la respiration et que ce soit bien le diaphragme qui fasse son travail. Ça va le réentraîner et insidieusement, mais de façon positive, ça va avoir un effet positif sur le nerf vague. Combien de temps on peut faire ça ? 5 minutes le matin ou dans la journée. Voilà, on peut le faire. C'est comme la cohérence cardiaque, c'est hyper facile. Enfin, là, sauf que là, il faut se mettre en boule sur le dos. Est-ce qu'on peut parler aussi de la Lovevolution, que je ne sais pas comment vous l'appelez, cette théorie de l'évolution qui s'appuie sur l'idée que l'amour est à l'origine de l'évolution des génomes, qui est un courant aussi, encore une fois, assez récent ? Alors oui, justement, il y a des neuroscientifiques qui ont voulu mener des études sur l'ADN et l'amour, et qui ont découvert qu'en envoyant des énergies d'amour à plusieurs kilomètres, eh bien, on transformait l'ADN. Et que l'ADN se déployait, se développait. On revient sur la physique quantique. Oui, l'enchevêtrement quantique. Et on s'est aperçu aussi que l'inverse avait lieu, c'est-à-dire que quand ce sont des émotions et des pensées de colère, l'ADN se rétracte. Et je pense que c'est ce qu'on ressent beaucoup en nous, naturellement. Nos cellules réagissent à ces émotions-là. Donc ce courant vient dire que oui, c'est par l'amour que l'évolution a lieu. Mais d'ailleurs, si on voit ça d'un point de vue de la conscience, c'est vrai que si notre mise à jour de conscience passe par le cœur, il y a une mise à jour vraisemblablement cellulaire de l'ADN qui se produit également. Oui, ça veut dire que c'est vraiment aussi des notions d'épigénétique qu'on peut guérir en fait à travers ça, potentiellement. Oui, bien sûr. De toute façon, on sait que l'environnement, il est absolument essentiel dans la guérison.
Et en fonction de l'univers dans lequel on vit, il y a des gènes qui vont se révéler ou d'autres pas. Donc, c'est à prendre en considération l'environnement, mais notre environnement intérieur aussi beaucoup. Parce que souvent, on essaye de se mettre dans les meilleures circonstances, dans les meilleures conditions, mais on oublie que nous-mêmes, on a une écologie intérieure qu'il faut prioriser. Et cette écologie intérieure, c'est pas juste de manger bio, c'est pas juste de faire du sport. C'est vraiment qu'est-ce qu'on nourrit à l'intérieur de nous. Alors qu'est-ce qu'on laisse entrer. Ouais, c'est ça. Alors, quel est le pire ennemi du cœur ? Est-ce que vous parlez aussi d'une solitude subie, quand vous disiez tout à l'heure, il est dans cette cage, quand le péricarde se ferme et qu'il n'est plus en contact avec le monde, c'est aussi une image pour parler de cette solitude. L'isolement, c'est un ennemi immense. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées, des recherches notamment aux États-Unis qui sont absolument fascinantes sur le sujet. On sait qu'un allié de la santé du cœur, c'est l'entourage, la famille, les amis. Et on voit que on a plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires si on est seul que si on fume, si on boit et si on fait des métiers dangereux. Alors, évidemment, c'est pas ce à quoi j'encourage, mais quand on est entouré, eh bien, c'est vraiment indispensable. C'est notre humanité. C'est notre besoin le plus profond. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solitude. On a vécu aussi des temps très difficiles avec le Covid, qui ont beaucoup abîmé les esprits et les corps. Je pense qu'on va vivre une grande crise mentale et physique qui est née de cela. Qui a altéré vraiment notre fonctionnement. Donc il y a la solitude qui est absolument terrible, en effet. Et puis aussi le fait de perdre du sens. Quand on n'a plus de sens dans ce qu'on fait. Et le sens, ne pas aller le chercher seulement dans le travail. Ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui lâchent leur boulot parce qu'ils n'y trouvent pas de sens. Mais le sens, c'est pas toujours là qu'on doit le trouver. Vous pouvez le trouver au sein de votre famille, dans le rôle que vous jouez dans votre famille. Vous pouvez le trouver parce que vous faites de la sculpture. Donc, faut pas mettre non plus trop d'exigences dans tout, parce que ça nous coupe encore plus du sens. Parce que si on se dit qu'on trouve pas de sens dans notre travail, que au secours, non, votre sens est peut-être ailleurs. La peur aussi est délétère pour le cœur, très délétère. Comment la reconnaître, cette peur ? Elle s'illustre, je pense, beaucoup par le stress. Le stress, en effet, va nous abîmer beaucoup. J'ai discuté la dernière fois avec une cardiologue qui me disait, alors il y a beaucoup plus de problématiques du cœur chez les femmes, et notamment du fait de la cigarette. D'accord. Pour moi, ça c'est un constat. Je lui dis, mais ok, très bien, mais pourquoi les femmes fument plus aujourd'hui ? Et elle me dit, le stress. Je dis donc, vos patientes qui ont des problèmes de cœur, faut peut-être pas leur dire d'arrêter de fumer. Parce que si elles fument, c'est qu'initialement, elles ont un besoin. Elles cherchent une résolution. Exactement. Donc bien sûr, il faut arrêter de fumer, mais il faut aller travailler sur la cause. Il faut qu'on remonte à la cause. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tellement dans des situations de stress ? Moi-même, j'ai beaucoup de stress aussi dans ma vie. Et je me dis, mais ça nous abîme trop. Ça nous grille trop. D'ailleurs, vous dites, je constate qu'à chaque fois que la peur se me commande, il m'arrive une bricole. Karma, vous dites, nos actions sont des causes. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça en conscience. Oui, parce que je pense que la peur, elle nous infuse et elle nous fait vraiment prendre des mauvaises directions. Et c'est important en permanence d'avoir cette boussole intérieure qui aujourd'hui est la mienne de est-ce que c'est un choix de peur ou est-ce que c'est un choix de cœur ? Et dès qu'on est dans la peur, on se réduit. D'ailleurs, vous proposez de commencer, de débuter nos phrases par, au lieu de « je n'ai pas le choix », par « mon cœur me guide vers ». Ouais. Et on voit qu'il y a des phrases qui marchent pas. Et quand on n'est pas guidé par le cœur, même si on fait le bien, eh bien, en fait, c'est pas aligné avec nous. Donc, on se fait mal à nous. Bien sûr. Alors j'aimerais évidemment, quand on parle d'amour, qu'on parle aussi du couple. On n'en a pas encore parlé. C'est vrai que, est-ce qu'on peut prédire le couple, ou au moins l'attirance, Donc il y avait une grande partie là-dessus. Comment savoir comment on est constitué chimiquement, par qui nous sommes attirés. Et donc là, vous avez regardé du côté des travaux d'Hélène Fischer, qui a déterminé des profils neurobiologiques de l'amour. Et c'est assez intéressant. Ah, c'est passionnant. Alors oui, on est totalement prévisible. On est neurochimiquement programmé. Et c'est important de s'en rendre compte parce que quand on le sait, après on vit plus du tout l'amour de la même façon. Vous êtes au courant, donc vous savez que vos attirances... Ça fait tomber un peu le mythe quand même, Oui, mais en même temps, je trouve que ça donne au jeu de l'amour beaucoup plus de saveur. C'est comme la magie. Quand vous commencez à apprendre de plus en plus de tours, c'est quand même génial. Mais vous connaissez les trucs. Mais vous pouvez vraiment vous amuser et aller encore plus loin. Ça reste quand même magique. Malgré tout. C'est ultra magique. Et c'est encore plus magique de vous dire « Oh oui, j'ai compris ça, donc j'arrive à le jouer autrement. » Vous n'êtes si tant est que l'autre aime bien jouer à ça aussi, quand même. Oui, c'est encore mieux quand les deux... Mais vous pouvez jouer, on peut jouer tout seul. Ouais, non, pas tout seul. On peut jouer tout seul.
Mais on peut jouer même si l'autre n'a pas ces clés-là. Donc oui, ça m'a absolument fascinée, moi, de me rendre compte que j'étais un programme. Je me pensais originale dans ma façon d'aimer, que c'était lié à moi. Pas du tout, mais pas du tout. Disons pas que. Oui, pas que, mais quand même pas du tout. On répond à des grandes lignes comme ça qui sont liées. Alors, dopamine, sérotonine, œstrogène, testostérone, voilà, est-ce qu'on est un peu dans le piège de la chimie là, ou pas ? Oui, on est complètement on a des besoins en fait, nos cerveaux et nos corps ont des besoins, et donc ils les remplissent par le biais de l'amour. Donc les personnes avec qui on s'acoquine, ça va être aussi très très lié à notre besoin physiologique. Et je pense que les besoins physiologiques évoluent. Moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup chez les femmes, c'est la contraception. Comme la contraception joue sur nos hormones, je pense qu'on fait des choix de partenaires qui ne correspondent pas nécessairement à notre essence initiale. Sympa, hein, dit comme ça fait froid dans le dos. Hein. Alors, ça fait froid dans le dos. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, je trouve que c'est intéressant de questionner toujours les choses dans leur globalité. Ah, mais moi, je trouve ça génial. Hein. Moi, j'ai ce souvenir, à 26 ans, je crois, de me voir, je raconte une anecdote un peu personnelle, en train de prendre la pilule et de me dire, mais je ne suis pas malade et je suis sous camisole chimique tous les jours de ma vie. Il y a un truc qui est vraiment pas normal. Et ça, forcément, ça peut modifier mon caractère ou mon tempérament. Et d'arrêter ce jour-là, comme ça. Mais genre un flash, quoi. Eh bien, donc ça fait écho là ce que vous venez de dire, parce que j'entends bien ça. Ouais. Et je crois que, alors je vais pas faire des raccourcis ou quoi que ce soit, mais c'est intéressant quand même de mettre en parallèle les choses. On n'a jamais vu autant de séparations, de couples qui durent, de vie on est plus polygame, c'est pas les masques, on a là, effectivement, monogamie, mais à différentes phases de vie. Et moi, ça m'a beaucoup interrogée parce que d'une part, j'ai vécu ça aussi, la contraception et pas de contraception. Et puis, quand j'ai commencé à mener ces études, et par exemple que l'on voit que les taux d'œstrogène vont être absolument déterminants sur nos attirances, qu'on peut, il y a des couples justement qui sont très testostérone et œstrogène, et ce sont les couples qui s'attirent. Mais si du coup on fait baisser nos taux d'œstrogène, eh bien évidemment on va plus être attiré chimiquement par les mêmes personnes. Et c'est logique. Mais quand on change cette chimie-là de nos hormones, eh bien, on va aller vers des partenaires qui sont peut-être plus dans notre nature. Alors, qu'est-ce que la nature profonde, hein, bien entendu. Mais je pense qu'il faut vraiment se poser ces questions de tout ce qui modifie ce qui se passe à l'intérieur. Notre chimie. Ouais, notre chimie. Et donc, les travaux d'Hélène Fischer, oui, sont fascinants parce qu'on voit que, par exemple, si on est des êtres très dopamine, on va avoir besoin beaucoup d'excitation. Et puis, il y a différentes phases. Il y a la chimie du désir, la chimie de l'attachement, et puis aussi la chimie de la romance, qui sont 3 chimies très différentes. Et qu'on ne peut pas nécessairement toutes vivre en même temps. Par exemple, la chimie du désir, elle est très liée à la testostérone. Les hommes comme les femmes fabriquent de la testostérone. Et on en a besoin donc pour avoir ce désir qui émane. La chimie de l'attachement, elle est liée à l'ocytocine. Et l'ocytocine fait baisser le taux de testostérone. Et c'est donc, typiquement la maman et le bébé, par exemple. Absolument. Mais pas seulement. C'est quand qu'on aime aussi, comme l'ocytocine prend la main sur la testostérone, ça va faire qu'on va reconnaître notre tribu. Donc on va s'attacher aux êtres. C'est pour ça qu'avec Hélène Fischer, on a beaucoup parlé de ça, mais n'ayez pas de relation sexuelle avec quelqu'un dont vous ne voulez pas tomber amoureux, parce que ça risquerait d'arriver. Tout simplement parce que plus vous avez d'orgasmes, le taux d'ocytocine augmente de 500% lors de l'orgasme. Donc, plus vous allez créer cette chimie de l'attachement avec la personne. Ouais, il y a eu des travaux aussi, d'ailleurs, sur l'échange des fluides, sur l'attachement. Oui, absolument. Cette intimité, il faut comprendre que, voilà, elle n'est pas neutre, en fait. Pas du tout. Elle n'est pas neutre du tout. Et puis... sans jugement, hein, d'ailleurs, on dit ça sans... Oui, bien sûr. C'est juste à avoir ça en tête, quoi. Ouais. Voilà, il faut savoir que c'est une possibilité après de tomber amoureux. On voit que chez les hommes, c'est plutôt la vasopressine qui crée l'attachement et qu'elle va développer l'envie de protéger sa partenaire. Donc l'attachement, il ne se fait pas exactement sur les mêmes choses. Et elle est liée au fait aussi de tomber amoureux. C'est-à-dire que l'homme va avoir besoin d'être amoureux sans doute avant de s'attacher, alors que la femme va plus facilement s'attacher même si elle n'est pas amoureuse au départ. Tout ça parce que c'est simplement chimique. Et on voit aussi que dans la chimie de la romance, donc les débuts où on est émoustillé, justement on revient au gazeux, c'est la dopamine qui prend la main.
Donc on a besoin d'alimenter comme ça de nouveautés, de la dopamine, c'est très très puissant. Et de l'autre côté, on peut avoir aussi ce que j'appelle des crashs dopaminergiques. C'est-à-dire que la dopamine, en permanence, elle agit dans notre cerveau. Mais parfois, quand on n'a pas ce qu'on attend, pas ce qu'on veut, parce que ne pas avoir ce qu'on veut, ça va toujours être un moteur, mais pas ce qu'on attend, eh ben, ça va nous faire plonger dans les abîmes. On a tout qui s'effondre à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites un super cadeau à la personne que vous aimez et que vous voyez zéro réaction, et ben là, boum. Et de comprendre ça aussi, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on communique beaucoup par texto. Et parfois, on envoie un message, puis on espère une réponse, on espère que ça produise quelque chose, et il se passe rien. Donc, on vit notre petit crash. Mais si vous savez que vous êtes en train de vivre un crash, vous vivez la déception un peu moins forte. Parce que la notion de récompense immédiate. Voilà. Vous savez que, ok, c'est pas vraiment dramatique ce qui se passe. Vous le mettez pas sur la relation, vous le projetez pas sur l'autre. Vous comprenez que chimiquement, il se passe ça en vous. Donc, vous pouvez relativiser. C'est pour ça que c'est essentiel d'aller s'intéresser à tous ces sujets-là. Parce qu'on découvre qu'en effet, nos réactions sont très conditionnées et qu'on est aveugle à cette neurochimie. Voilà, sachant qu'on a certainement, il y a deux choses. Effectivement, on a des profils dominants et puis ces profils, ils évoluent dans le temps en fonction de notre chimie intérieure et des différents états. Par exemple, chez les femmes, on passe de la jeune fille. Après, la femme enceinte a des hormones aussi qui sont modifiées. Puis la femme ménopausée, etc. Absolument. Et aussi, il y a quand même des grandes familles. Donc, il y a la famille dopamine et la famille sérotonine. Ouais. Donc, la famille dopamine sont plutôt des profils qui ont besoin d'action, de vie un peu... mouvementés, parce qu'ils ont ce besoin nécessaire du cerveau qui se passe des choses. On pourrait dire des profils plutôt des polarités type un peu yang, comme ça. Ouais, oui. Ça fonctionnerait. Oui, ça fonctionnerait, oui. Et donc, quand on est dans ces états d'esprit-là, c'est vrai que nos chemins de vie, ils sont différents que les esprits qui sont plus alimentés par la sérotonine, plus classiques, qui vont être davantage religieux, qui ont besoin d'avoir une vie un peu rangée. Et quand on a affaire les uns aux autres, souvent on ne se comprend pas, mais on apprend immensément des uns et des autres. Et là, en plus, on peut refaire des liens aussi avec le nerf vague. Absolument. Oui. Dans la façon de fonctionner, exactement. Il y a toujours, tout est un puzzle, en fait. Ouais. Donc, tout fonctionne absolument ensemble. Et puis, on peut faire des liens aussi avec le trauma. Et il y a un test dans le livre qui est le test qui est utilisé aux États-Unis pour savoir quel est notre taux de traumatisme. J'ai enregistré l'audiobook là récemment, et donc dans le studio, il y avait l'ingénieur du son et la personne en charge de l'audiobook et qui suivaient le test. Et ils étaient choqués parce qu'ils se sont aperçus que, bah oui, ils avaient engrammé du traumatisme. Et donc, quand le traumatisme a été là aussi très fort, eh bien, on a une réponse qui va se créer chimiquement. Donc, nos façons de vivre nos vies vont être corrélées à cela. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je fais souvent des podcasts et des séries avec le docteur Jean-Christophe Charrier qui pratique une médecine endobiogénique. Et dans cette médecine, dans les analyses de sang qui sont faites, on va regarder justement la dopamine, les taux d'œstrogène, etc. Et en fonction de ça, ça leur donne des indications supplémentaires sur la chimie intérieure des personnes et leur profil aussi psychologique, somatologique, etc. C'est vraiment passionnant. Hein. C'est absolument passionnant parce qu'il y a plein d'informations qui viennent expliquer. Ouais. Et encore une fois, moi, toujours ce qui m'anime, c'est de se dire, on est à la merci de rien. On a plein de choses à comprendre et après on peut modifier les choses ou les accepter mais les contourner. Voilà, alors après c'est vrai qu'on peut aussi les modifier dans un sens où on essaye pas de modifier pour les modifier génétiquement, c'est pas ça l'idée, mais en tout cas de rééquilibrer, voilà. De faire un peu du fine-tuning, on dirait en anglais, effectivement, de pouvoir un petit peu balancer aussi les choses, les harmoniser. Et c'est vrai qu'en médecine endobiogénique, il y a des plantes aussi qui permettent parfois de dire s'il y a un excédent d'œstrogène, peut-être qu'on peut, il y a des peurs, il y a des choses qui sont peut-être plus intériorisées, on va rééquilibrer ça, c'est quand même fascinant. Hein. Le péricarde, justement, il est très connecté au yin-yang, comme ça, et on voit que quand il est trop d'un côté ou de l'autre, eh bien, on va avoir la transpiration, des battements accélérés du cœur, donc c'est pareil, c'est une espèce d'équilibre aussi à maintenir absolument en permanence, oui. Alors c'est vrai qu'on approche de la fin de ce podcast et pourtant il me reste une bonne dizaine de questions passionnantes, c'est tellement passionnant de vous écouter. Alors à un moment donné, vous proposez aussi un test que j'ai trouvé assez sympa, qui est plus sympa peut-être que celui sur le trauma, mais malgré tout qui est indispensable, c'est la playlist de l'amour. Dis-moi quelle playlist tu préfères et je te dirai qui tu es. Alors ça, vous êtes amusé avec ça? Ben oui, évidemment. Et puis je trouve que la musique fait tellement partie de l'amour. On rêve tellement sur la musique. Et
je suis très attentive aux paroles, aux énergies des chansons, et je me suis dit, tiens, c'est quand même drôle parce que il y a vraiment des thèmes, des façons de raconter l'amour qui diffèrent d'un artiste à l'autre. Oui. Et si nos chansons préférées venaient dire beaucoup de nos croyances sur l'amour? Et je crois que oui. Et moi, j'aime toujours aussi quand on passe pas par le mental. Oui. Parce qu'à un moment, on vous demande pas de réfléchir à comment vous... voilà. Mais on peut donner un petit exemple, par exemple, de chansons qui disent plutôt d'un profil pour vous, hein, évidemment, parce que vous êtes amusé avec ça. C'est pas une science exacte, on est d'accord. Si on est plutôt, par exemple, Michel Berger, Véronique Sanson... vous avez des amours complexes. Parce qu'après, vous décodez, en fait, les playlists. Hein. Oui, absolument. Absolument. En fonction de celle que vous avez choisie, voilà, vous avez votre profil. Il y a le profil Dreamer, il y a le profil Mustang, Cavalier solitaire. Ouais. Donc, c'est difficile d'en donner un comme ça, parce que c'est bien d'avoir une petite liste un petit peu exhaustive. Mais voilà, ça vient dire plein de choses de nous. Et vous étiez quelle playlist alors, Anne? Moi, alors déjà, le petit souci, c'est que je connaissais pas forcément toutes les chansons, donc il aurait fallu effectivement que j'écoute la playlist que j'ai pas fait entièrement. Donc j'aurais pioché un petit peu, mais j'étais plutôt entre deux, effectivement, les amours peut-être un peu compliqués, et puis c'était peut-être 5 et 7, quelque chose comme ça, de mémoire. Mais là, je les ai plus en tête. D'accord. Alors vous ferez peut-être le test, puis vous nous direz sur les réseaux sociaux quels sont vos résultats. Vous dites quelque chose qui est intéressant aussi, je trouve. Peut-être on va un petit peu plus rapidement sur les réponses, comme ça on balaye aussi encore quelques sujets passionnants. Vous dites que si on peut aimer plusieurs personnes à la fois, en revanche, il semble difficile d'être amoureux de plusieurs personnes à la fois. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de la monogamie, on est vraiment dans une grande période aussi d'ouverture au niveau de l'amour. Et en même temps, quand on a le cœur pris, le corps pris, avec cet alignement tête-cœur-corps, on s'aperçoit que oui, on peut aimer de manière universelle, mais être amoureux, c'est plus compliqué. Parce que le sentiment amoureux, il va créer justement ce phénomène d'exclusion des autres. Quand on est amoureux, tout est vraiment contrôlé à l'intérieur de nous pour faire l'effort, créer le temps, l'attention sur une personne. Alors, peut-être qu'on peut avoir la faculté de s'engager un moment et puis de se désengager et puis avoir une autre cible, mais ça me paraît quand même assez compliqué neurochimiquement de créer ça. Vous parlez aussi d'un terme que je connaissais pas, qui est la limérance, qui est l'illusion d'aimer, qui est un concept finalement qui est aussi assez méconnu. Complètement méconnu et absolument fascinant, parce que la limérance, je pense qu'il y a beaucoup de limérants, notamment chez les artistes. La limérance, c'est un peu la peur de la réalité de l'amour. Donc on aime très fort, mais on peut même aimer tout seul, c'est-à-dire ne pas partager le sentiment amoureux. Et puis on construit un imaginaire autour, on est attentif aux moindres petits détails. C'est une agonie mentale un peu la limérance, mais en même temps, on ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça peut être par exemple des gens aussi qui tombent amoureux vous le dites, d'une star ou de quelqu'un en fait qui est inaccessible en théorie. D'une célébrité, d'une personne mariée, de sa voisine ou son voisin à qui on n'a jamais parlé. Il y a cette espèce de mystification complète de l'amour. Oui, c'est ça. Sur le couple, comment savoir si on est dans une bonne ou saine relation de couple? Vous dites qu'à partir du moment où vous vous sentez réduit dans quelques parties de vous-même, c'est une mauvaise association. Là, ça m'a fait un peu réagir parce que je me suis dit, est-ce qu'on peut être complètement épanoui sur tous les plans en fait, dans une relation de couple et dans la durée? Épanoui et neutre n'est pas pareil. Réduit est un autre chose. Oui. Donc moi, je parle vraiment de réduction. C'est-à-dire que si ça vous enlève quelque chose de vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Après, que ça ne vous apporte pas particulièrement, mais au moins que ça vous permette de rester vous-même. Et comment peut-on savoir si on est dans une bonne relation? Eh bien, il y a un indicateur scientifiquement prouvé, la qualité de votre dispute. Ah oui, alors là, vous parlez de la conversation conflit. Si vous savez vous disputer, il y a un chercheur américain absolument génial qui a fait une multitude de tests sur les hormones, prélèvements, etc. et qui a montré que les 3 premières minutes de dispute permettent de présager de la qualité de la relation, du bonheur du couple ou de la relation des deux personnes, et puis de leur capacité à rester longtemps ensemble, évidemment, en étant heureux. C'est dis-moi comment tu te disputes et je te dirai comment va ton couple. Et on peut apprendre à se disputer. Moi, j'ai complètement réappris à me disputer. Maintenant, je me dispute tellement bien. Avec votre conjoint? Mais le bonheur. Alors, on va le faire témoigner un jour derrière ce micro. Vous lui avez appris? Non, il m'a appris beaucoup aussi. Il a des grandes capacités, il m'impressionne à chaque fois. Mais c'est la qualité. Sortir mieux de sa dispute qu'on y est entré, c'est un bon indicateur. Alors toujours sur le couple, vous parlez du love bombing, c'est vraiment au cœur du mécanisme d'abus au sein d'une relation, et ça, il faut aussi l'avoir en tête. Je parle beaucoup des amours traumas. Oui.
et de comprendre ce qui se passe. C'est possible d'en sortir, vous dites. Possible d'en sortir si on se répare nous. Et je crois aussi ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que quand on tombe, entre guillemets, aux mains d'une personne à tendance narcissique, ça vient nous parler de notre propre narcissisme. Donc il faut regarder aussi ce qui nous a amené à cette descente aux enfers. Le love bombing, oui, c'est de tomber sur quelqu'un qui va vous mettre des marques d'amour énormes, être fou d'amour pour vous, vous faire des cadeaux, ne penser qu'à vous, tout vouloir faire avec vous, imaginer un futur très très vite. Ce sont des gens qui vont très vite, qui vous emmènent comme ça, et vous êtes addict après à ce bombardement d'amour. Et souvent, justement, s'entraînent à la suite des relations qui vont être assez toxiques. Complexes. Ouais. L'amour peut être une drogue dure aussi, en ce sens. L'amour est une drogue dure. Quand on est amoureux, on voit qu'on a le même cerveau qu'une personne qui a des obsessions. Donc après, quand on se sépare, il faut penser les choses comme une détox. Et c'est pour ça qu'on revient tout le temps sur le sentiment et sur les images de l'autre. On en a besoin. On va se refaire un shoot. Même si après on va avoir mal, mais sur le coup ça nous fait du bien de repenser à lui. On a besoin de ces émotions-là. Donc oui, l'amour est une drogue, vraiment, vraiment, vraiment. Intéressant ou inquiétant peut-être, effectivement. L'amour, on parlait des blessures d'attachement tout à l'heure, j'essaye d'aller vite, et c'est vrai que vous avez fait l'expérience et vous dites qu'on peut en fait se réparer des blessures d'attachement et qu'il faut environ, qu'une personne sur 4 arrive à le faire, et qu'il faut environ 4 ans. On a 2-4 là. Oui, ça fait un 8, un joli chiffre. Oui, c'est ça. D'ailleurs, au moment où je disais ça, je surveillais l'horloge et au niveau des secondes, on était à 44, alors ça tombe bien. Alors justement, les attachements, on sait qu'ils prédestinent aussi nos histoires de vie amoureuses et notre lien aux autres, nos relations. Alors on va pas revenir sur les différents types d'attachements, mais justement, c'est vrai qu'on peut en changer, on peut réapprendre déjà les comprendre, oui. Et comment ils influencent notre vie à l'âge adulte. J'en parle beaucoup dans le livre, quelles sont les réactions qu'on a, et comment on peut les transformer, et aussi en parler beaucoup avec les personnes avec qui on vit, parce qu'on est aidés dans ce chemin-là. Et on peut tous arriver à connecter avec un attachement sécure, mais déjà, il faut savoir ce que c'est que l'attachement sécure et à quoi il correspond en termes de comportement. Mais dès qu'on comprend mieux ces réactions aux situations et qu'on voit qu'ils sont déterminés par notre attachement, on va plus faire les mêmes choix. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé dans de nombreux podcasts, notamment avec aussi Boris Cyrulnik, sur les types d'attachements qui ont été définis maintenant, notamment, je crois, par John Bowlby en Angleterre. Et puis dans le podcast avec Marion Blick sur les blessures d'attachement, avec Gwenaëlle Perciot. Voilà. Donc si vous avez envie de creuser effectivement les blessures, vous pouvez aussi réécouter ces podcasts. Vous parlez d'un exercice par rapport au trauma à la reprogrammation qui est la jarre d'amour. Est-ce que vous avez envie de nous l'expliquer rapidement ? Ah ben oui, vous pouvez avoir une jarre d'amour chez vous. Vous faites un code couleur de post-it avec les membres de votre famille. Donc vous choisissez vous d'avoir les post-it rouges, quelqu'un d'autre les post-it verts. Et vous mettez tous les jours des mots d'amour adressés à la personne. Voilà, si c'est adressé à vous, ce sera sur le post-it rouge. Et vous les glissez dans cette jarre d'amour. Et puis quand vous en avez besoin, vous allez tirer un petit post-it à votre couleur et puis vous lisez. Et simplement de faire l'exercice déjà, de penser l'amour, de penser des mots d'amour, de les écrire. On sait que quand on fait du journaling, si on écrit des mots d'amour, eh bien ça va avoir une influence sur notre système nerveux, notre santé. Donc voilà, 20 minutes à écrire du positif, de la gratitude et des mots d'amour, ça va soutenir tout le reste de votre être. Et on pense à la chanson, quelques mots d'amour, Oui. C'est ça forcément. Allez, on termine là-dessus parce que vous avez une grosse partie dans le livre sur les entreprises. Quelle place pour l'amour ? C'est vrai qu'on se dit, c'est pas du tout la place de l'amour. Si, de toute façon, l'amour, il est partout. Vous parlez aussi peut-être qu'il pourrait y avoir un jour un métier des ressources humaines pour rendre heureux. C'est ça, pour développer plus finalement l'être. Pourquoi avoir peur de l'amour dans le cadre de l'entreprise ? Absolument. Oui, et l'amour, en plus, c'est florissant pour les entreprises. C'est-à-dire que la productivité est meilleure, le taux d'absentéisme diminue. Alors souvent, on se demande comment est-ce qu'on va intégrer l'amour. N'oublions pas que les entreprises ont aussi des responsabilités morales, sont des personnes, des êtres qui ont besoin d'avoir une âme. S'il n'y a pas d'âme dans l'entreprise, il ne se passe pas grand-chose. Donc l'amour, c'est l'âme. Et de savoir créer des situations de management avec ces notions justement d'amour, où on est là pour que les êtres s'épanouissent et non pas qu'ils soient réduits, ça fait repenser le management différemment. Ce qui est important aussi à dire sur l'amour, c'est que ce n'est pas la gentillesse. L'amour, c'est la justesse. Donc on ne vous demande pas d'être gentil, on vous demande d'être juste pour aider à progresser, pour aider à s'épanouir, à sécuriser, à apporter des opportunités.
C'est bon entendre. Allez, 2023, on va mettre cette année sous le signe de l'amour. Vous l'aurez compris, ce livre est absolument incroyable, comme son titre fabuleux. Merci infiniment Stéphanie Briand d'être venue faire un tour dans Métamorphose. J'en rappelle son titre, L'incroyable pouvoir de l'amour. Faites-vous pousser des ailes. On se sent un peu d'avoir des ailes après cette interview, vous trouvez pas? Qui est aux éditions Actes Sud. On peut également retrouver votre travail sur vos sites internet stéphaniebriand.com et academiedusouffle.com. Merci beaucoup. Et academiedeLamour.com aussi. Voilà, super. Merci mille fois Anne, merci à tous. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a parlé de beaucoup de choses sérieuses, mais que c'est aussi un livre très joyeux. Très joyeux, très riche et passionnant. Alors voilà. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.